Bonjour et bienvenue au 50e épisode de l'Informel, émission spéciale pour le 50e en collaboration avec Le Goinfre. Allez voir notre page Facebook pour les détails de notre concours. Toute information sur les restaurants au legoinfre.com. Aujourd'hui, je rencontre Tamer Solomon, qui est réalisateur du documentaire The Great Disconnect. À travers son film, il tente de comprendre pourquoi les gens se sentent de plus en plus isolés dans un monde où on semble plus connecté que jamais. Il aborde aussi les impacts que peut avoir l'isolement sur notre qualité de vie et notre santé. 2, 1... Tamer, merci beaucoup d'être avec nous autres. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir à notre émission. Oui, mais ça me fait plaisir, Jean-François. Merci. Je suis très excité et pour notre discussion aujourd'hui. Et ça va être intéressant, j'en suis certain, parce que le documentaire que tu as fait il est super intéressant. Puis nécessairement, c'est un sujet qui est de l'heure un peu, dans la situation où on est, la connexion entre les gens, la connexion entre les personnes. Mais ce qui m'a intrigué, entre autres, c'est que tu commences le documentaire en parlant du fait que c'est quand tu es allé en Jamaïque que tu as réalisé à quel point l'esprit de communauté était fort là-bas. Mais est-ce qu'avant ça, tu ressentais qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la connexion entre les gens? Ou est-ce qu'on est tellement rushé dans nos vies, ça roule à 100 000 à l'heure, puis qu'on dirait qu'on ne connaît pas nos voisins? Est-ce que tu étais déjà sensible à ça avant d'aller en Jamaïque quand même? Oui, je dirais pas que j'étais sensible, mais je dirais que, par exemple, j'ai eu beaucoup d'intérêt à lire des livres et des articles sur les gens qui vivent des longues vies. Ils sont partout au monde. Il y en a au Japon, en Italie, en Grèce. Des gens qui vivent jusqu'à l'an de 100 ans, par exemple, et qui ont une belle qualité de vie, aucun, comment tu dis, de malaise. Ils vivent bien jusqu'à ces ans. Puis les thèmes que les chercheurs et les scientifiques qu'ils ont vus de ces populations qui vivent des longues vies, c'est que sûrement ils font de l'exercice, ils mangent bien, mais ils sont toujours bien connectés avec leurs relations, leur famille, les gens de la communauté, jusqu'à ces années de 100 ans, tu comprends? Puis ils ont dit que ça, c'est aussi très important et c'est probablement l'affaire qui leur donne aussi le bonheur. Par exemple, faire l'exercice et la nutrition, ça ne va pas te donner du bonheur, mais ça va te donner du bonheur un peu, mais c'est les relations avec toutes les autres. J'avais toujours ça comme dans ma tête, comme idée, tu sais, mais je ne pensais pas trop à ça. Mais quand c'est venu le temps de réaliser le film, de produire le film, et on était en Jamaïque. Et la raison qu'on était en Jamaïque, c'est parce qu'encore, on ne savait pas, on n'avait pas une idée concrète du film. On avait un ami qui est rastafarien qui nous a pu prendre des régions comme loin dans la montagne que pas beaucoup de gens peuvent aller. Et c'était la raison on voulait aller. On a su que peut-être il y aurait des très belles images qu'on pourrait capturer et peut-être que ça allait être dans le film ou pas. Et quand les gens vont voir le film, ils vont voir qu'on a cet aspect à Jamaïque quand je suis dans la montagne. Puis c'était là quand j'étais là et on essayait de voir comme il y a plusieurs thèmes qu'on faisait des investigations et comme je me suis rappelé de ces sociétés qui vivent long et cette communauté de Rastafariens dans les montagnes bleues de Jamaïque m'ont vraiment rappelé de cette importance. Puis après avoir pris ce trajet en Jamaïque, on est retourné à notre script, je ne sais pas si le scénario, script, c'est bon. Ouais. Le scénario, ouais. Oui, le scénario. Et on a trouvé que faire du focus sur cette idée serait intéressant. Et on est vraiment... je suis content qu'on a décidé ce sujet parce qu'on a fait un film qui, enfin, est, comme tu dis, is timely. Excuse-moi. Yes. Ouais, ben, oui, puis curieusement, puis il faut le dire, tu as fait ça avant qu'on arrive dans la situation de pandémie, puis où on est justement déconnecté plus que jamais. Là. Oui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant. Et je dis toujours que, c'est ça. On avait fait le film avant la pandémie et je trouve que la pandémie a fait quelque chose d'intéressant parce que je trouve que les gens, vraiment, maintenant, ils font de la réflexion de ce qui est important dans la vie. Et je dis toujours que si tu étais bien connecté avec tes amis et tu ralentis ta vie, tu sais, un peu pour être en contact avec tes amis, la pandémie est difficile quand même pour tout le monde, mais je trouve que c'est ces gens-là qui peuvent au moins vivre assez bien pendant la pandémie. Mais et si tu n'avais pas ces relations avant ou tu n'as pas pris du temps à être avec les autres, probablement c'est un peu plus difficile pour toi en ce moment.
Une des personnes avec qui tu as discuté à l'intérieur du film, c'est Dr. John Hallowell, j'espère que je prononce bien son nom, là, qui a travaillé sur le World Happiness Report. Je peux imaginer que ça a dû être une conversation vraiment fascinante de rentrer dans les détails de ça. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, en discutant avec lui puis en discutant de ce rapport-là? Oui, c'est un interviewé qui est très intéressant parce qu'il est un économiste, ce qui est intéressant. Fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que les économistes étudient le Le bonheur, bonheur ou ouais, la c'est ça. longévité. Oui, oui. Et lui, il est connu comme l'économiste du bonheur. Et apparemment, avant qu'il des conférences, il commence à chanter la chanson The More We Get Together. Ah, qui C'est ça qui commence, fait. c'est ce qui introduit le film, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça qui a introduit le film. Mhm. Fait qu'on a pris la voix d'un de nos interviewés et on a joué avec ça. Mais oui, il est pour être l'économiste du bonheur parce que les économistes comme progressifs, ils commencent à parler de comme le développement de la société, l'évolution de la société ne doit pas être seulement sur l'économie financière. Mhm. Il faut qu'on commence à être conscient du bien-être communautaire et social. Et ça, c'est aussi un genre d'économie. Et il l'appelle comme l'économie du bien-être. Et lui, c'était intéressant parce que toute sa vie, c'est ses études. Et il a réalisé que c'est important de parler du bonheur, c'est important de parler de ce qui nous donne le bonheur. C'est quoi les choses qui nous donnent le bonheur? Et après toutes les études, le World Happiness Report qui sort à chaque année avec plusieurs autres experts, Mhm. ont montré que nos relations sociales sont une des choses les plus importantes dans notre vie. Et si on a beaucoup de ça, si les économistes et les politiciens et juste la culture des gens commencent à voir l'importance de ça, on va se trouver mieux comme humanité. Mais tout là est le problème, peut-être, par exemple, c'est comment en prendre conscience. Tu sais, je ne sais pas si tu as eu cette réflexion-là en faisant le film, mais tu sais, on est drivé, excusez le terme, on est comme drivé par. Ben, ça m'amène dans le fond à parler tu sais, des quatre sortes de capital qu'on peut y retrouver quand tu as parlé avec Dr. Trevor, qui disait bon, on a le capital humain, on a le capital de ressources naturelles, on a aussi le capital social, avant même de parler du capital économique. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu de ça, là, tu sais, comment, qu'est-ce que ça prendrait comme cheminement pour être capable de trouver un équilibre dans tout ça? Oui, ça c'est intéressant. C'est compliqué, Ouais. c'est très complexe, mais ils sont vraiment reliés. Mhm. Et c'est ça que je pense qui est la chose la plus qui sort du film, c'est que tout le monde réalise qu'il est relié. Il y a il y a des forces externes qui ont de l'impact sur nous. C'est difficile, à, par exemple, si par exemple ton travail, il faut que tu travailles plusieurs heures et tes amis, par exemple. Ça va être difficile on sait que ça c'est plus important, que ça va nous amener plus de bonheur de travailler de 2-3 heures de plus, tu sais, par exemple, au travail. C'est juste un exemple. La raison que, par exemple, on conduit, right? Mais en ce moment, comme il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison, mais se trouver dans une auto pour une demi-heure, une heure et demie, au lieu d'être à la maison ou dans le parc avec tes enfants, ou c'est toutes des choses qu'on sait qui nous donnent plus de bonheur, mais on est fragmenté et on est comme pris par toutes ces forces externes Mhm. qui nous éloignent de ceux qui vont nous donner du bonheur. Et c'est comme systémique, mais c'est aussi culturel, je trouve. Parce que, par exemple, si on a la chance un ami nous appelle ou quelqu'un nous invite à faire quelque chose et on décide de rester à la maison, regarder au Netflix ou faire du scroll sur Facebook, c'est toutes des affaires que on réalise pas qu'on le fait, Mhm. mais ça nous éloigne des choses qui sont importantes. Fait que je trouve que c'est euh, culturel, comme l'individu a aussi le choix. On fait des décisions chaque jour et on peut faire des choix qui vont nous donner plus de bonheur. Et ça, c'est être avec nos amis plus souvent, faire des choses dans la communauté qui vont améliorer la communauté pour comme les gens de nous et les générations futures. Fait, je trouve que c'est juste, c'est culturel, c'est systémique et la meilleure façon de vraiment approcher ce sujet complexe et de l'améliorer, c'est de vraiment comme venir ensemble et changer cette culture et en faisant ça, on pourra avoir de l'impact sur les politiciens
ce qui est systémique aussi. Tu as eu la chance, je sais que tu t'es promené beaucoup pour interviewer les gens de tout le monde sur la rue et tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'on est prêt à être éveillé à ça? Je trouve que oui, je trouve que tout le monde est en train de penser à ces choses. Et c'est ça, en revenant à ta question à propos, comme le film a été fait avant la pandémie, et c'était un sujet important avant la pandémie. Et je trouve que la pandémie a comme exacerbé cette situation. Et les gens pensent un peu plus comme avant, on avait le choix de rester à la maison ou de ne pas comme s'impliquer avec nos relations et avec nos amis aussi souvent qu'on devrait. Et je trouve que les gens pensent un peu plus. Fait que oui, pour simplement répondre à ta question, je trouve que oui. Et je trouve que tout le monde pense à ça. Et si on commence à parler un peu plus, avoir des discussions, je trouve que en sortant de la pandémie, on espère que ça va être un peu plus sur notre conscience. Une des choses aussi que vous avez touché, c'est le fait que, dépendamment de ton environnement, là où tu habites, ça va faire des changements dans tes rapports et tout ça. Si, par contre, on vient au monde dans un environnement qui est défavorisé, qu'est-ce qu'on peut observer? Est-ce que c'est possible d'atteindre une bonne connexion avec les gens si on est justement dans un environnement où est-ce que c'est difficile d'avoir accès à des personnes, ou bien si on est dans un environnement où on est pauvre, supposons, puis qu'on est tellement pris par nos problèmes autres que de connecter avec les gens, c'est loin dans notre échelle d'importance, si tu veux. Oui, oui. Et je trouve que je pense à plusieurs choses quand tu me demandes ça, Jean-François. La première, c'est, tu sais, comme les logements sont comme modèle. Il y a un design, tu sais, en anglais, c'est urban design. Mm-hmm. Et comme les logements sont créés d'une façon. Et des fois, ils sont créés d'une façon qui rend difficile aux gens de connecter. Et ça, c'est relié à aussi, par exemple, comment tu dis en français, c'est Je peux dire en anglais. trusting. Faire confiance. Others. Oui, oui, faire confiance Mm-hmm. dans les autres, tu sais. Et je trouve que c'est toutes des choses reliées. So, dans le film, on parle de la technologie, on parle comment les logements sont désignés et les modèles. Est-ce que les modèles sont créés pour faire facile aux gens de comme sortir et de se sentir sauf dehors, comme laisser leurs enfants sortir dehors? Est-ce que c'est sauf pour eux? Et la troisième chose, c'est la culture. On vit dans une vie qui est très individualiste. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Oui, c'est bon. Individualiste, c'est bien ça. Individualiste, yeah. Fait que c'est trois thèmes du film qui sont vraiment reliés. Uh-huh. Et je trouve que le logement est quelque chose d'intéressant parce que même s'il y a des places où les logements sont terribles, mais les gens sont connectés. Et il y a des places où les logements sont très bien créés et tu penses que ça va, tout le monde va connecter, mais les gens sont dans leur maison en train de regarder la télévision ou être sur leur système technologique. Fait que moi, je trouve que ça revient toujours à l'individu et avoir des individus qui vont sortir dehors, qui vont dire, hey, tout le monde, c'est important de se connecter et d'être ensemble. Mais l'affaire qui est importante aussi, c'est de s'impliquer dans les décisions qui vont affecter les politiciens et les planners de ville à créer des logements qui vont au moins le faire facile pour nous. C'est complexe, mais c'est important partout. Je ne sais pas si tu avais vu ça. J'ai revérifié ce matin, justement, puis je pense que ça date de, si je ne me trompe pas, c'est 2016 ou autour de, que j'avais vu un TED Talk, c'est à l'université de Harvard. Ils ont fait une étude qui est la plus longue étude sur le bonheur. Ils ont pris les gens, ils les ont suivis pendant 75 ans. Ça te dit quelque chose? Oui. Okay. Quelque chose. Je ne me rappelle pas le docteur, mais je connais. Bon, ben, c'était super intéressant parce qu'ils en sont revenus aux mêmes conclusions que dans le film, les mêmes conclusions que le rapport dont on parlait plus tôt. Mais c'est une chose qu'il a dit en début d'introduction, son discours, puis qui m'a frappé, c'est qu'il disait quand ils ont interviewé des jeunes hommes, puis là, je me souviens plus de la catégorie d'âge, mais il disait que c'était comme avant qu'ils entrent sur le marché du travail. Là. Il disait que leur but dans leur vie, le principal qui avait sorti, c'est à 80%, on disait que c'était de faire de l'argent. Puis un autre gros pourcentage, c'était 50%, c'était de devenir célèbre. Fait qu'en quelque part, il me semble, where did we go wrong? Pour que ce soit ça, les buts dans la vie,
Puis je sais que vous avez effleuré le sujet aussi en début du documentaire. Fait qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là, où est-ce que l'importance, ça soit tant le matériel, dans le fond? Oui, c'est vrai. Non, c'est une très bonne observation, Jean-François. Et je trouve que c'est difficile à dire où est-ce qu'on est allé mal. Where did we go? C'est une grande question. Et je trouve que c'est plusieurs choses. C'est plusieurs choses. C'est cette idée des 4 genres de capital, quand je dis dans le film, comme le capital économique, social, naturel et de l'humain. Et je trouve que toutes ces forces externes ont mis de l'attention sur l'économie. C'est toujours à propos de l'économie. Fait on a eu la média qui nous a dit que pour être content, il faut qu'on achète ça et ça et ça. Et on a regardé des films et on a payé les athlètes et les réalisateurs, les grands réalisateurs des films comme plein d'argent. Fait que tout le monde a commencé à vouloir devenir célèbre, c'est sûr. Mais on a su maintenant, et c'est ce TED Talk dont tu parles, a expliqué que c'est des choses qu'on veut quand on est jeune, qu'on veut. Si tu deviens célèbre, il y a, je suis sûr, quelque chose de bonheur. Mais c'est pas le bonheur qui va te donner tout ce que les amitiés et la connexion et faire une différence dans la vie vont te donner. Et John Halliwell dit dans le film, il dit, en anglais, c'est « we underestimate », tu peux traduire si tu veux, « we underestimate the power and the happiness we will get from doing things with others, for others, and for the future generations ». So, c'est ça qu'on sous-estime, dans le fond, le pouvoir de faire du bien dans sa communauté, grosso modo. Oui. Donc, moi, je trouve que c'est plein de forces externes, mais je trouve que ce qui est intéressant du TED Talk que tu as mentionné aussi, c'est que quand ils font des interviews avec les gens, quand ils ont 80, 85, 90, ils ont trouvé que ce qu'ils ont dit, il y a des gens qui ont dit, je suis très content que j'ai plein d'amitié, et ceux qui n'avaient pas d'amitié ont dit, j'aurais dû mettre un peu plus de temps à mes amitiés et à ma communauté. Fait que c'est très intéressant. Les relations. As-tu vu aussi, c'est peut-être pas correct, je t'emmène vers un autre documentaire, mais The Social Dilemma, qui parle du même thème. C'est fort, hein? Et puis ça parle du même thème. Puis vous avez abordé le thème d'une autre façon, vous autres, dans votre film. Puis j'avais jamais entendu ce phénomène-là. Puis j'aimerais ça que tu l'expliques aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que le phobbing? Ou je dis-tu comme phobbing? Je me souviens pas comment tu disais. C'est la première fois que j'ai entendu ça dans le documentaire. Oui, phobbing. Il y a une de nos interviewés dans le film où on n'a pas pu l'interviewer face à face, mais on a pu prendre sa TED Talk. Et elle est connue au monde, elle s'appelle Sherry Turkell. Puis elle, avant d'être comme un grand critique de la technologie et nos téléphones et toutes ces affaires, elle était dans l'industrie de la technologie comme psychologiste. Elle disait, c'est le futur, on ne peut pas vivre sans ça. Puis après plusieurs années, on a réalisé qu'une des affaires qu'elle trouve qui est comme très mal pour la société, c'est que on se trouve sur nos téléphones et en plus, comme ça nous distrait. Fait que phobbing, c'est par exemple, si on se parlait, Jean-François, et tu es devant moi et par exemple, tu me demandes une question et je commence à être sur mon téléphone et je te parle. Et tu sais, les jeunes et les teenagers vont te dire, oh non, je peux faire les deux en même temps. Puis on sait que le cerveau ne peut pas fonctionner comme ça. Même si tu... Oui, c'est vraiment distrait. Mais la chose que je trouve, moi, la chose la plus pire de la technologie, on a vu ça avec les élections politiques aux États-Unis, et c'est l'idée qu'il y a maintenant des idées extrêmes. Fait que quand, par exemple, on ne peut plus avoir des discussions où, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis et toi, tu n'es pas d'accord avec quelque chose que je dis, comme ça, c'est humain, right? On doit avoir des opinions et des fois, ils vont être différents. Et les communautés qui étaient les plus fortes et qui, en anglais, c'est « we agree to disagree and that's OK ». Mais ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est que on est dans des bulles extrêmes. Et quand tu es sur notre technologie, sur Twitter, sur Facebook, les algorithmes, ils te mettent dans des bulles où tu vas seulement parler aux gens avec qui tu es d'accord.
Et quand il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, comme on ne peut plus se parler. C'est ce qui arrive maintenant et, dans les politiques et même entre amitiés. Je trouve qu'on a perdu l'empathie pour pouvoir être avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça, c'est très mal pour la communauté parce il faut avoir des tensions dans la vie. Et c'est dans les tensions, des fois, que la vie devienne mieux. Oui, puis qu'émergent des bonnes idées, même. Hein? Les idées peuvent émerger aussi de grandes discussions où est-ce qu'il y a des opposés. Puis en fait, c'est même, on pourrait dire même que c'est ça l'essence de la démocratie, c'est d'avoir des conversations avec des différents points de vue qu'on n'est plus capable vraiment d'avoir, on dirait. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve que ça, c'est comme le Social Dilemma a parlé beaucoup de ça. Et je suggère à tout le monde sûrement de regarder un autre film. Et je suis sûr qu'on pourra expliquer comment ils peuvent voir le film. Mais Social Dilemma est un film fort vraiment parce que ils ont tous les gens qui ont créé, comme les Google et les Facebook. Et c'est eux les gars qui ont créé, qui ont dit non, on ne peut plus faire affaire avec ça parce que ça a vraiment détruit la société. Et c'est à cause de ces choses qu'on vient de parler. Ce qui est génial, ça a donné le même. C'est ma fille qui me l'a montré. Ma fille a 14 ans, puis elle est adolescente, fait qu'elle est en plein là-dedans, puis elle a vu l'annonce, puis elle m'a dit j'aimerais ça écouter ça. J'ai fait bonne idée, on va écouter ça. Fait qu'on l'a écouté ensemble, fait que vraiment, je recommande à n'importe qui est parent, qui vit des situations avec les appareils technologiques que nos enfants ont présentement. Là, c'est un documentaire vraiment fort à regarder pour en suggérer un deuxième. Là. Après avoir écouté The Great Disconnect, peut-être. Mais merci. Mais il y a une chose aussi que je trouve particulière aussi, puis vous l'avez fleuré aussi, c'est de voir que, dans le fond, ces appareils-là, c'est un objet de connexion. Toi et moi, on est en train de connecter d'une certaine façon. Mais ce que vous dites dans le film aussi, c'est que ça n'apporte pas les mêmes bénéfices, ça n'apporte pas la même chose. C'est vrai. Et tu sais, Jean-François, c'est important de dire que, regarde, maintenant, on peut se parler comme ça sur notre téléphone. Moi, je suis sur mon téléphone, j'ai mon ordinateur à côté de moi et c'est une merveille de vie. Mais elle a plein de choses qui sont mal avec parce qu'on l'utilise d'une manière qui n'est pas bonne pour la société. Abusive, peut-être même. Oui, c'est abusif, oui, exactement. Fait, nous, on a dit que, je pense que tout le monde peut dire que quand on vient ensemble dans la vraie vie et on shake hands et on donne des high fives, excuse-moi, je n'arrive pas à trouver le mot en français. Non, on dit high five en français aussi. High five, ok, parfait. Il y a un hormone dans notre corps qui sort et qui nous donne du bonheur et tout le monde est. Personne ne dit qu'on n'est pas d'accord avec ça, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est trouvé sur nos téléphones et sur nos devices technologiques. Et c'est ça, c'est juste qu'il faut avoir une balance. Et c'est difficile d'avoir une balance. Il faut avoir une balance. Il faut réaliser que c'est mieux de sortir dehors et d'être avec nos amis et de faire sûr que ces outils technologiques sont là et ils sont des outils qu'on doit utiliser. Et franchement, si on n'avait pas ces outils technologiques pendant la pandémie, ça aurait été difficile pour beaucoup plus d'autres gens. Right? Fait que, il faut voir, c'est une balance et c'est important quand on sortira de la pandémie, de réaliser que les outils vont être toujours là pour nous pour discuter, mais si on a la chance d'être ensemble, et tu sais, Jean-François, si tu m'avais invité chez toi à Gatineau, j'aurais préféré venir en personne. Ah, vrai, hein? On aurait pris un café. Ouais. Mais c'est la deuxième option, et c'est la deuxième option, comme dire en anglais, c'est it's the second best option, but by far. Oui, effectivement. Mais puis c'est drôle que tu dises ça parce que je le disais à mes collègues puis aux gens au travail, faire l'émission comme que je fais là, c'est la première saison qu'on le fait comme ça. Puis j'ai dit, c'est tellement pas pareil. Il y a pas, c'est le fun, on s'entend bien, tout ça, on a une bonne conversation, mais la chimie n'est pas là, le contact n'est pas pareil, veux pas, c'est différent, c'est pas la même chose. Ça a ses limites dans le fond. Oui. Je veux juste dire quelque chose, je vais juste ajouter, c'est intéressant parce que, regarde, et ça je veux juste retourner au logement. Comme je vais te donner comme un scénario, en anglais, c'est utopian. Comme, imagine imagine une région où, par exemple, où il y a des enfants qui jouent dehors.
et tu sais, et tu les entends dehors, mais tu sur ton ordinateur où tu regardes un vidéo, ou par exemple, tu entends tes voisins qui sont dehors, ils commencent à marcher, par exemple, et, et, et toi, tu es sur la télévision, et tu dis, ah, tout le monde est dehors, OK, on va sortir dehors, on regardera notre émission plus tard, ou on va être sur notre outil technologique plus tard. Fait que l'affaire, parce qu'il y a des gens dehors, et parce qu'il y a tu entends qu'il y a des voisins qui sont dehors, qui sont en train d'être ensemble, Mm-hmm. ça va pousser les gens à sortir dehors, tu as compris? Mais quand il n'y a personne dehors, quand on est tous comme seuls avec nos outils technologiques, ça devient plus difficile à sortir. Fait qu'on on est pris par ces outils technologiques. Fait que c'est important comme c'est tout relié. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais... Oh, absolument. Absolument. Yeah. Puis ça me fait penser, entre autres, que justement, la dame de qui tu parlais tantôt, que quand on voit les extraits de son discours qu'elle fait, elle dit quelque chose comme il y a un adolescent qui l'approchait, puis il disait que un jour, j'aimerais ça apprendre à avoir une conversation. Tellement il est habitué de juste avoir une conversation par texto. Là, j'ai dit, waouh, imagine quand si un ado a cette réflexion-là, de dire, waouh, j'aimerais ça apprendre à avoir une conversation, c'est comme. Le problème est grand, là, tu sais. Oui, très grand. Et en disant ça, tu sais, hier, on a eu un screening avec une organisation à Calgary et on a trouvé une femme pendant la session de questions-réponses et elle m'a dit qu'elle a un enfant qui a 13 ans ou 14 ans, comme le même âge que ta fille à toi. Mm-hmm. Et elle a dit que j'ai vraiment la difficulté avec elle en ce moment parce qu'elle vit sur son téléphone, elle vit sur la communauté virtuelle et ils trouvent qu'ils ont beaucoup de difficultés avec elle. Et ça arrive, et c'est vrai. Et je trouve que c'est ça le problème qu'on va avoir avec les jeunes. Et peut-être c'est une phase, mais moi, je trouve qu'en ce moment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention parce que si comment tu dis teenagers, Jean-François? Les adolescents. Les adolescents, Ouais, merci. c'est Les correct. adolescents d'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'ils ont perdu l'empathie et la compassion pour les autres. Ouais, C'est pour ben, ça qu'on entend. t'as juste besoin d'aller. Que... T'as pas besoin de faire une grosse étude pour le voir. Tu vas juste sur le web voir comment les gens écrivent puis ils se donnent des commentaires. Il y a des ados, puis il y a aussi des adultes, je dirais. Tamer, je vais juste arrêter quelques minutes parce qu'on arrive au premier segment qui se termine déjà, mais je vais continuer la conversation Parfait. avec toi. Je veux dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés à ma TV ou Web. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook ou notre site web sur tvc.qc.ca pour voir le reste de l'entrevue sur le web. On parlait des adolescents. Ouais, tu disais que bon, on remarque qu'il manque d'empathie envers les autres, tout ça. Oui, et ils ont la difficulté à parler comme face à face avec des adultes. Et même, par exemple, dans les recherches de Sherry Turkell, elle dit que, par exemple, les gens qui, comme les boss des grandes compagnies, qui commencent à faire des entrevues avec des étudiants qui sortent de l'université, ils trouvent qu'ils sont très intelligents et toutes ces affaires, mais ils ont la difficulté à avoir des conversations. Et si, par exemple, tu es un avocat ou un comptable ou tu vas aller travailler dans une compagnie où il y a beaucoup de face-à-face et tu as la difficulté à la faire, tu as passé tout ton temps dans tes études universitaires sur ton téléphone et sur ta technologie, tu vas avoir la difficulté à parler. On a même dans le film une chercheuse qui s'appelle Tara Grunwald qui a dit que comme on parle avec les gens, c'est de la pratique pour le cerveau. Et si on perd ça, ça va être difficile. Et ça va être très important de rééduquer ou même maintenant, on a la chance d'apprendre nos adolescents que c'est important. Et il y a beaucoup de gens qui font ces travaux avec les jeunes. Et moi, I have a lot of hope. Comment tu dis ça? Beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir qu'on va se trouver, on va connecter d'une bonne façon. Ben, c'est d'apprendre. On a une courbe d'apprentissage à faire, mais aussi c'est une courbe, puis ça, je pense que c'est dans Social Dilemma que j'ai vu ça, c'est que c'est le nombre d'interactions qu'on a maintenant avec nos appareils et avec la technologie a tellement grandi qu'on n'est comme pas, on n'est pas dans l'évolution d'être humain, on n'a pas atteint encore ce stade-là, là, tu sais, que c'est comme trop beaucoup, là, ça se dit pas, là, mais trop beaucoup, trop vite, mettons, pour qu'est-ce qu'on est capable d'apprendre encore ou de s'adapter, là, tu sais. Absolument. Et il y a beaucoup de recherches qui montrent ça, comme par exemple l'idée de multitasking, comme en anglais.
vraiment une mauvaise chose pour notre cerveau parce qu'on commence à perdre l'attention. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de recherches qui montrent, par exemple, comme s'asseoir et lire un livre pour comme 1 heure, right? Mm-hmm. Pour les gens. Regarder un film qui est comme 1 heure et demie. Mm-hmm. Pouvoir avoir une discussion avec quelqu'un et vraiment entendre ce qu'ils disent. On commence à perdre ça à cause qu'on fait comme plein de multitasking tout le temps. Et c'est important de savoir que c'est un problème et se reprendre et avoir des discussions comme on a aujourd'hui. Ouais. Une chose aussi que vous avez touchée qui m'a pas surpris, mais je me demandais si c'était un mythe ou non, si c'était vrai, mais il paraît que d'avoir de la verdure, les arbres, la forêt autour de soi, ça l'aiderait aussi à être heureux puis à mieux connecter avec les gens. Absolument, absolument. J'ai même lu un article il y a 2 jours dans Walrus à propos d'une femme, une auteure qui vit à Ottawa, qui a parlé de comme prendre une marche même s'il fait froid et qu'il y a plein d'études qui montrent que quand on sort de notre appartement ou de notre maison, comme qui est synthétique, et aller dans la nature, que ça nous aide à se sentir mieux, que si on pense comme il y a 300, 500 ans, on était vraiment dans la nature. Il y avait beaucoup plus de nature autour de nous et ça a vraiment un effet sur notre bien-être, sur notre santé. Et ça nous aide à se calmer, ça diminue les hormones comme de stress et toutes ces choses. C'est absolument vrai. Et il faut penser à ça aussi parce que quand on parle, par exemple, des communautés qui ont comme la difficulté où il y a la démographique et des qui sont un peu plus pauvres ou en anglais, c'est marginalized. Je n'arrive pas à dire en marginalisé, oui. Mais oui, marginalisé. Et ce qu'on trouve beaucoup souvent, c'est qu'ils n'ont pas la même genre de nature que, par exemple, d'autres sociétés qui ont comme une meilleure situation économique. Et c'est très important à penser à ces choses parce que si on est vraiment comme, on veut toute la société qui ont que c'est égal pour tout le monde, il faut penser à ces choses. Oui. C'est très important et c'est absolument vrai. Et beaucoup d'études qui montrent ça. Fait que c'est très important d'avoir de la nature autour de nous et aussi simple aussi d'avoir une belle plante autour de toi qui va te donner beaucoup plus de bonheur. Mais ça veut dire aussi puis vous touchez à ça aussi, il faut revoir comment est-ce qu'on construit les quartiers, comme fait que tout le développement urbain, il faudrait qu'il soit construit autour de être capable d'avoir accès facilement aux gens, d'une part, mais aussi avoir de la verdure là-dedans. Absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je me suis impliqué avec une organisation ici qui s'appelle Walkable Ottawa. Et la femme qui a commencé Walkable Ottawa est un architecte. Okay. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, mais comme le développement urbain a beaucoup d'affaires avec les architectes et comment ils désignent le développement urbain. Et c'est absolument vrai que c'est important de commencer à vraiment penser au quartier et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les quartiers présents qui vont aider les gens à pouvoir aller marcher. Parce que comme en marchant, tu vas venir en contact avec d'autres gens dans ton quartier. Et ça, c'est important pour nos relations. Et il y a deux affaires, deux thèmes dans le film qui sont vraiment, qui sortent dans le film. Et la première, c'est l'importance d'avoir des connexions comme simples. C'est pas nécessairement des connexions que tu as avec comme des bonbons avec qui tu vas dire des secrets, par exemple. C'est comme le barista à ton café. Les personnes qui marchent les chiens, par exemple, c'est des gens, des fois, qu'ils peuvent devenir des amis, ils peuvent pas. Mais c'est important qu'ils existent dans ton quartier. Puis là, il y a l'autre partie où on parle de l'importance d'avoir des bons amis, avoir quelqu'un qui est là quand tu as la difficulté ou même pour célébrer quelque chose d'important. Fait que c'est important d'avoir des amis comme ça. Et l'autre partie, c'est que, comme vraiment, si tu veux vraiment beaucoup de bonheur dans ta vie, c'est de s'impliquer dans des choses qui sont importantes, qui vont améliorer la société, qui vont améliorer la génération future. Et ça, c'est vraiment comme toutes les connexions qu'on parle dans le film. Une des choses aussi que j'ai trouvé intéressante, particulière, ou je ne sais pas pourquoi je m'y attendais pas, mais ça m'a agréablement surpris, c'est de voir que
vous disiez que d'avoir des connexions, souvent on a tendance un peu à connecter avec les gens qui sont de notre culture, qui sont proches de nous, notre famille. Bon, mettons, supposons, ça peut même aussi une diversité ethnique aussi. Mais que c'est important aussi d'établir des connexions avec des gens de d'autres communautés qu'on connaît moins. Ça, c'est vrai. Ça revient à la confiance. Jean-François, comme on vient de Ouais, parler, OK. John Halliwell parle de ça comme tout le temps. C'est quelque chose qui parle souvent. Et dans le film, tu te rappelles, il y avait l'expérimentation où les porte-monnaies ont été Oui, comme mis partout, ouais, dans Toronto. dans plusieurs villes à Toronto. Ils ont fait ces études aussi dans plein d'autres villes. OK. D'habitude, les gens disent, tu sais, non, ça ne va jamais revenir. Et même dans le film, on a demandé à plusieurs gens, Ouais. est-ce que tu penses que tu vas, Mhm. est-ce que quelqu'un va te retrouver ton porte-monnaie et le redonner? Et d'habitude, avant les études, tout le monde dit presque non, right? Mhm. Comme 20% disent non, ça ne va jamais revenir. Comme, j'ai pas confiance en ça. Puis, après l'étude, ils voient qu'au moins 80% des porte-monnaies sont retournés. Et Ouais. tout ce qu'ils voulaient montrer, c'est qu'il faut avoir la confiance dans le monde. Et la raison qu'on a moins de confiance avec des gens de différentes cultures et races, c'est que la média a grand-chose à faire avec ça. Fait qu'on commence à ne pas avoir confiance dans les gens. Mm. Et voilà, on est dans la maison et puis on ne fait pas contact avec les gens. C'est pour ça que c'est la raison il faut parler à des gens qui sont différents que nous. Il faut sortir de nos bulles de Facebook et de Twitter et d'Instagram parce que les algorithmes sont créés pour que tu communiques avec seulement les gens qui sont comme toi. Et c'est ça qui est important. Il faut célébrer d'autres cultures. Et je trouve qu'au Canada, comme on est fort à ça Mhm. et on peut toujours s'améliorer, mais c'est important de se rappeler que il faut avoir plus de confiance que comme la média nous fait croire. Ça me fait penser aussi que le fait de communiquer avec les gens de ton quartier, ça crée aussi un sentiment de sécurité ou est-ce que tu te sens sécure dans ton quartier, là, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. Il y a comme une grande conversation avec les développeurs urbains qui parlent que comme les meilleurs quartiers, les meilleures communautés sont ceux qui sont diversifiés, comme diversifiés de race, diversifiés d'âge, comme tu veux avoir des gens qui sont âgés et des gens qui sont... Tu veux avoir des couples qui sont juste comme une couple jeune professionnelle. Tu veux avoir des gens qui, par exemple, n'ont pas beaucoup d'argent, mais tu veux créer une société où il y a plein de gens diversifiés de tous ces Mm. genres. Et ça, c'est la meilleure communauté parce qu'on est tous comme intérêts à différentes choses. Et si on sort et on se rencontre, ça va casser ça va nous donner de la confiance en nous. Ça me fait penser, entre autres, à un peu, j'ai envie de dire un personnage dans ton film, mais c'est pas un personnage, là, c'est une vraie personne, mais je trouve que c'est un peu le, le- le côté chaleureux du film qui est Kirsten. Ou Ouais, est-ce ouais. qu'on vous a fait un petit peu une expérience? Là, vous allez décider de faire un party sur le toit de l'édifice que les condos, ce que son condo. Et puis, bon, elle lance l'invitation et tout ça. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais est-ce que ça a toujours été dans ta tête d'avoir ce bout de film-là? Ou j'ai envie de dire, c'est comme un peu le cœur du film, ou est-ce que, pas dans le sens que c'est le centre, mais c'est comme je dis, c'est le côté chaleureux du film, est-ce qu'on peut s'identifier un peu à sa situation, parce qu'on a tous des voisins qu'on ne connaît pas nécessairement, puis on se demande comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec eux. Donc, est-ce que tu avais déjà ça en tête en portant le documentaire, ou sinon, est-ce que c'est arrivé spontanément? Comment ça s'est développé, ça? Oui, non, c'est vraiment quelque chose d'important de parler, Jean, parce que je trouve que comme on parle de plein de choses qui sont très complexes et ce qui est intéressant avec Kirsten, c'est vraiment l'histoire qu'on voulait montrer dans le film parce que c'est quelque chose qui comme, donne la responsabilité à l'individu. Quand tu vois le film, tu peux t'identifier avec Kirsten et tu peux dire, ah, tu sais, je peux avoir le genre de courage que Kirsten Hmm. a. Peut-être que comme avoir un grand party dans mon quartier, c'est comme un peu trop pour moi, mais savoir qu'il y a quelque chose que je peux faire dans mon quartier pour améliorer la situation entre voisins, entre amitiés. En faisant, ça, je dois donner crédit à ma femme Sarah, qui est
comment tu dis, le story editor du film. Ouais. La co-scénariste, merci. Yeah. Dis-le encore. Co-scénariste. La co-scénariste. Parce que vous les avez créés à deux, c'est ça? Oui, on l'a créé à deux avec d'autres gens, mais c'était nous qu'on a créé l'histoire. Et je dois lui donner le crédit parce que c'est elle qui a dit il faut quelque chose dans le film qui va s'identifier avec les gens. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui va vouloir faire quelque chose d'intéressant comme ça, de avoir ses voisins et venir ensemble. Et c'était quelque chose qu'on sait que ça allait être personnel parce qu'on avait plein d'experts qui disent des choses très intéressantes, mais comme je disais, c'est des fois des idées complexes. Mais son histoire, je trouve que les gens s'identifient avec elle parce qu'elle est comme elle est jeune, elle est une jeune professionnelle qui vit dans un condo qui n'est pas vraiment désigné pour la connexion, right? C'est typique où il n'y a personne dans les couloirs, il n'y a personne, tu sais, mais il y a un espace où on peut, si on veut se contacter et dire, hey, on se rencontre là comme une fois par semaine. Je trouve que il y a plusieurs raisons que son histoire s'identifie qu'on s'identifie. Oui, s'identifier avec les gens et oui, c'était vraiment quelque chose d'important dans le film et on a essayé le plus possible quand les gens vont regarder le film elle sort après chaque thème et elle se prépare pour cette partie qui peut arriver ou pas. C'est possible que les gens ne viennent pas. Et c'était ça, c'est pour ça qu'on l'a créé. Et c'est vrai, c'est vraiment comme il dit c'est the golden moment of the movie. Est-ce qu'elle a hésité à participer à cette expérience-là au début quand tu l'as approché? Oui. J'avais 2 personnes avant Kirsten qui m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Puis après, ils ont annulé à la fin parce que ça prend du courage. Fait qu'ils ont dit non, je n'ai plus envie de le faire, je n'ai pas le temps, je sais pas quoi. Mais on savait que c'était parce qu'on on leur a demandé il faudra qu'on filme comme du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Fait que les 2 personnes avant Kirsten ont dit non. Et dans le film, je suis sur l'Internet et c'était comme on avait déjà commencé à produire le film et on était comme à Toronto. Puis elle m'avait dit d'accord il y a 2 jours. Fait que quand tu me vois sur l'Internet, c'est la première fois que je lui parle en lui disant comme merci beaucoup, c'est une partie très importante du film. Elle a dit non, j'ai aucun problème avec vous de venir me filmer du début jusqu'à la fin. Je suis très intéressant à ce sujet. Fait que merci beaucoup pour l'opportunité. Fait que on était vraiment chanceux parce qu'il y a eu une possibilité que ça n'arrivait pas, n'allait pas arriver. Puis honnêtement, ça a enlevé beaucoup au film de ne pas voir ça, je pense. Oui, non, absolument. Si c'est pas dans le film, on a comme on a un bon film, mais avec cette histoire pas dans le film, c'est un différent film. Comment ça a été de travailler? C'est-tu toi qui as approché ta femme dire j'ai une idée, on pourrait écrire ça ensemble? Ou comment ça s'est développé dans vous deux, le scénario de partir ce projet-là? C'était une bonne question. Complètement organique. Moi, c'est la passion pour la santé et je n'étais pas réalisateur de films comme du tout avant. C'était juste ma passion pour le bien-être. Avant d'être réalisateur de films, j'étais dans la profession d'entraînement physique et de la nutrition holistique. Ouais. Oui. Fait que j'avais beaucoup de passion pour ces affaires. Puis, on avait fait un film avant ça. Fait que le premier film est un film de 20 minutes j'ai trouvé un directeur de photographie qui travaillait sur des commerciales, comment tu dis, des advertisements. Pas vraiment quelqu'un qui peut capturer des très belles images. Fait j'étais en contact avec lui et Sarah, ma femme Sarah, qui est coproductrice, elle n'était pas encore dans l'image. Fait que c'était moi et mon ami Rob, le directeur de photographie. On pensait qu'on pouvait créer une histoire. Puis après, on a eu un ami comme j'ai rencontré par chance, par hasard, qui avait une histoire et de l'expérience en faisant. Fait que lui, il nous a vraiment comme guidé un peu. Il nous a dit, tu sais, il faut que tu trouves quelqu'un qui peut écrire et qui sait comment organiser une histoire. Fait que c'était Sarah, en fait. Fait qu'elle a dit, je pense que je peux faire. Je suis une enseignante. Je sais comment enseigner à des enfants. Fait que je trouve que je peux vraiment prendre tes thèmes qui sont des fois compliqués et mettre dans une histoire. Fait que c'était comme ça qu'on a commencé à créer notre équipe. Et quand c'est venu le temps de créer The Great Disconnect,
on avait déjà comme un peu d'expérience avec notre film de 20 minutes. On a comme bâti notre équipe un peu plus. On a commencé à avoir un peu plus de respect. Fait qu'on a amené des gens qui avaient un peu plus d'expérience. Mais ça a commencé comme ça. Et maintenant, on adore comme le médium de film. C'est le médium comme qui peut avoir le plus d'impact. Et The Great Disconnect, en ce moment, a plein d'impact sur plusieurs communautés. Et donc, on est très, très content d'avoir pu faire ça et on espère continuer. Vu que tu en parles, c'est quoi la réception des gens? Qu'est-ce que tu entends? Puis, c'est quoi les feedbacks que tu as suite à la sortie du documentaire? Oui, je trouve qu'on a plein, c'est complètement différent. Si tu es un parent avec des enfants, tu vas refléter différemment. Comme le film va avoir un impact différent sur toi. Par exemple, tu vas penser un peu plus la technologie, tu vas penser un peu plus de est-ce que c'est une bonne idée de contacter mes voisins ou inviter mes amis un peu plus souvent. Ça va avoir un différent impact. Mais je trouve que la chose la plus grande, c'est que quand on a fini le film, on ne savait pas qui allait être intéressé au film. Et le plus l'intérêt qu'on a eu, c'est des municipalités. Okay. Fait que la première fois que j'ai montré le film, c'était une organisation qui est comme spécifique dans le bien-être communautaire. Fait qu'il y a plein d'organisations qui travaillent sur ces sujets, qui, par exemple, font des consultats avec les municipalités en expliquant comme l'importance de la culture, la communauté. Il faut que la ville où les gens vivent, il faut avoir du bien-être social et qu'est-ce qu'on va faire pour comme, adresser ces idées complexes dont on vient de parler aujourd'hui, Jean-François. Et c'était eux qui ont commencé à montrer le film. Okay. Fait qu'ils ils ont pris une licence du film et ils l'ont montré plusieurs fois à différentes communautés. Puis en le montrant, les gens ont réalisé que c'est quelque chose d'important et que c'est quelque chose qui, ça fait longtemps qu'ils pensent à ces choses. Et si, par exemple, tu cherches des articles sur médias, si, par exemple, tu vas sur l'Internet et tu écris comme, loneliness, community, tous ces termes, il y a plein de gens et plein de journalistes qui ont commencé à écrire des articles sur ces affaires. Fait que je trouve que je trouve que l'idée du film est qu'il y a des thèmes, il y a des vrais problèmes sociaux complexes qu'il faut qu'on s'adresse, mais aussi je trouve que le film a beaucoup d'impact parce que, comme l'histoire de Kirsten, c'est que comme individu, il y a quelque chose qu'on peut faire de mieux. Et je trouve que ça, c'est la chose la plus importante parce qu'on ne peut pas comme avoir une solution pour tous les thèmes complexes du film, mais on peut, comme individu, faire quelque chose de mieux si on ne le fait pas. On en a parlé un peu. On est dans une période de temps où le film pourrait pas être plus approprié, dans le sens que, bon, oui, on connecte par justement les appareils et tout ça, puis on sait que ça crée d'autres problèmes. Puis, petite parenthèse, j'ai parlé avec une psychologue, elle me disait que 8 clients sur 10 présentement qu'elle rencontre, c'est des problèmes reliés à la surconsommation d'écran. Fait que ça donne une idée de comment est-ce que ça peut être élevé. Mais tout ça pour dire que dans la situation où on est, où on est connecté par des appareils, mais déconnecté en vrai. Qu'est-ce que tu vois à l'avenir, toi, avec ce que tu as appris dans ce documentaire-là, de revenir en société puis essayer de recréer des contacts? Est-ce que tu penses que ça va être soit tout le monde va être craintif plus que jamais, ou puis qu'ils vont vouloir rester chez eux puis de continuer derrière leurs écrans, ou si au contraire, on va être tellement en besoin de contact humain que les gens vont être plus chaleureux que jamais? Moi, j'ai l'espoir, Jean-François, que les gens vont vouloir être en contact dans la vie réelle. J'ai beaucoup d'espoir pour ça. Et c'est un article qui est sorti il y a quelques semaines que Sarah m'avait dit. Elle a dit il parlait de en 1920, après la Première Guerre mondiale, ça s'appelle the Roaring Twenties. Et les gens ont sorti. Et il y avait plein de gens qui faisaient plein de parties et qui venaient ensemble. Et je trouve que c'est ça qui va arriver parce que il y a un thème aussi qui est sorti pendant la pandémie, c'est qu'on a tous Zoom fatigue ou FaceTime fatigue. Et je trouve que c'est à cause de ça. C'est pas vraiment la façon comme humaine de se contacter. C'est un outil qu'on peut utiliser. Mais moi, je trouve j'ai de l'espoir pour l'humanité. Je trouve qu'on va se trouver mieux qu'avant. Et c'est vraiment une opportunité et de être ensemble et vraiment prendre davantage. Parce que ça va être important pour nous.
ça va être important pour nos enfants et ça va être important pour l'évolution, vraiment. S'il y a des gens qui veulent voir le documentaire, là, comment on fait pour vous suivre? Où est-ce qu'on peut le voir? Je sais que vous avez organisé des screenings. Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, fait qu'en ce moment, on a un contrat avec une agence de distribution qui est en Angleterre. Puis, fait que c'est pas accessible disponible comme pour le public. Tu peux pas aller l'acheter sur l'Internet, mais tu peux, comme si tu es une municipalité ou une organisation ou une compagnie et tu veux vraiment inspirer ton staff ou ta communauté, tu peux faire des screenings virtuels. Fait qu'hier soir, on a à Calgary, il y a une organisation communautaire qui a monté ça avec mes voisins. Fait que c'est comme ça qu'on peut vendre des licences en ce moment. Et ça, c'est une partie. Le film va jouer à un festival, le festival de Winnipeg, le 16 jusqu'au 28. Fait que les gens peuvent aller, ils peuvent l'acheter sur le site du festival, j'imagine. Sur le site du festival, exactement. Et ça, c'est vraiment les façons en ce moment. Il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a par exemple, comme le Canadian Mental Health Association fait un screening le 22. Je peux te donner tous ces links. Fait, la façon la plus facile, TheGreatDisconnectFilm.com. The Great Disconnect Film, on envoie comme un email chaque 2-3 semaines pour mentionner quand le film va jouer, mais tout le monde peut m'envoyer un email à Tamer, Tamer, @tamersuliman.ca. Et si tu es intéressé à voir le film, on pourra travailler ensemble pour créer un screening si vous voulez. Mais Tamer, ça a été un plaisir de discuter avec toi. J'espère qu'un jour, on aura la chance de refaire ça pour un autre projet, mais en vrai, cette fois-là, ce serait encore plus agréable. Un gros merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Jean-François. J'espère que je n'ai pas parlé trop long dans mes réponses, mais quand même, ça me fait plaisir. Et je sais que j'ai beaucoup d'anglicisme, fait que je veux juste m'excuser à tes écouteurs. Et la prochaine fois, j'espère que je viendrai, on pourra prendre un café ou une bière ou quelque chose parce que ça me fera plus plaisir de faire ça. Ben oui, regarde. C'est sûr que ce serait encore plus le fun. Puis t'as pas tant à faire, là, honnêtement. Là, ça a super bien coulé. Ton français est très bien. Puis les gens vont apprécier, je suis certain. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.